Alors aujourd'hui, on reçoit, Tristan, très la bien, prépa à Greg. voilà, de Lyon, Oui. voilà, et qui va nous présenter, Un théorème de représentation des fonctions lipschitziennes sur d'accord, R. En fait, je vais établir cette équivalence dont un sens est clair. Si on U étant représenté par l'intégrale d'une fonction L infinie est lipschitzienne. mhm. L'autre sens qui est que si on se donne U lipschitzienne, alors on peut la représenter par l'intégrale d'une fonction G qui est L infinie et un peu plus rotor. C'était un développement? C'était un développement que j'ai D'accord, pas eu le temps de faire, enfin que j'ai pas eu l'occasion de faire. l'occasion, hein, Et puis il est mal sourcé, pas très bien sourcé. d'accord, C'est-à-dire que par contre c'est des preuves classiques mhm. qui sont dans le Brésis ou dans les trucs comme ça, mais c'est dans des cas particuliers. D'accord. Bon, on va C'est-à-dire le qu'il n'y a faire en pas mode, stricto sensu on va le faire en mode estival. en mode Il estival. fait Pas la 40 chemise, degrés hein, à mais- Lyon aujourd'hui, ouais. Ok, allez. Voilà. On- Donc, comme je l'ai dit, pour prouver ce résultat, on a une intuition, c'est que pour représenter U comme l'intégrale d'une fonction, il va falloir aller chercher la dérivée distributionnelle de U. On va essayer de caractériser la dérivée distributionnelle de U, montrer que c'est une fonction et qu'elle est à l'infini, et on essaiera d'obtenir le résultat. Donc, je montre que le sens difficile, comme je l'ai dit. Donc, c'est ce sens-là. Donc, intéressons-nous. Considérons, disons, TU prime, la dérivée distributionnelle de la distribution associée à U, qui a phi dans les fonctions continues à support compact, c'est infini, associe U. Donc c'est la définition de la dérivée distributionnelle de la distribution associée à U. On peut peut-être écrire l'ensemble de départ Ouais, d'arrivée. pardon. L'ensemble de départ, c'est CC infini, enfin les fonctions continues à super compact, régulières à super compact, à valeur dans R, forme linéaire Ça marche. continue avec une topologie particulière, mais bon, voilà. On va s'intéresser à cette forme linéaire. Bon, je m'en ficherai du signe, je vais faire des calculs, ça change rien. Donc on va essayer de montrer que cette forme est représentable par une fonction d'un espace LB, en l'occurrence par G qui est dans L infini. On va essayer de montrer que cette fonction est représentable par une fonction dans L infini. Donc pour ce faire, on ne peut pas se contenter de... Enfin, ça va être difficile de rester dans l'espace des formes linéaires définies sur CC infini. On va vouloir se ramener aux espaces LP où on a des théorèmes de représentation. On va essayer de montrer que cette application, elle s'étend à une forme linéaire sur L1 à partir de sa définition sur CC infini. Donc je vais plutôt m'intéresser sans le signe, on s'en fiche. À la fin, Donc en fait, on observe que puisque là, cette application, on est tenté de dire que c'est passer à la limite sur les différences finies de phi de x plus h moins phi de x sur h. On est tenté d'appliquer la définition de la dérivation de phi pour avoir une domination de l'application linéaire qui nous intéresse. Donc en fait, je vais plutôt l'appeler T parce que ça va être pénible tout le long de se trimballer avec ça. Donc on observe que donc avec le taux d'accroissement intégré sur R entier, c'est égal par un changement de variable à on sépare les deux intégrales et on fait le changement de variable. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a la donnée de la dérivée. Ici, on a la donnée du taux d'accroissement en U, sur lequel on a un contrôle parce que U est lipschitzienne. Donc déjà, on peut observer que ceci, en valeur absolue, qui est égal à, est plus petit par le théorème par l'inégalité triangulaire que phi de x dx, j'ai juste qui est plus petit, puisqu'ici on a affaire à une fonction lipschitzienne de, disons, de constante L, plus petit que L fois phi est égal à L fois. Donc on a déjà réussi à atteindre la norme L1 de phi
phi étant dans les fonctions continues à support compact régulières. C'est ce que je disais, c'est que ce taux d'accroissement nous donne la domination qui nous intéresse vu que U est dans Lipschitz. Ce taux d'accroissement nous permet de nous ramener à ceci. Bon, L, c'est la constante de Lipschitz de U, donc du coup, c'est bien inférieur à L. L, Ok. phi, L1. C'est bon. Ce qu'on montre maintenant, c'est que cette intégrale, bon, je vais l'appeler IH, ça je vais passer les détails je pense, IH tend vers U de X, l'intégrale de I de X, I' de X sur R. En fait, ayant fixé phi continu à support compact, on voit que ponctuellement en X, cette quantité tend vers UX phi' de X, et la domination qui va servir pour la convergence dominée, c'est ici que j'applique mon terme de convergence dominée. La domination vient du fait que, quand H est très petit, les X, où ceci est non nul, appartient à un compact. Et comme U est continue, elle est intégrable sur ce compact, donc on a une domination plus ou moins claire. Enfin, plutôt claire. Donc, ce qu'on a réussi à faire maintenant, c'est qu'on a réussi à atteindre notre définition de la forme linéaire qui nous intéresse, avec une quantité qui est contrôlée par la constante de Lipschitz. Ce que j'ai dit là, c'est que j'ai montré, d'autre part, IH en valeur absolue est plus petit que L phi L1 pour tout H appartenant à R. Donc en passant à la limite, on a U phi' inférieur à L. Voilà. Et ceci vaut pour tout phi. Donc on a, conclusion, pardon, je vais le mettre là, pour tout phi. Pour tout phi, appartenant à CC infini, défini sur R. Donc là, on utilise un théorème, le théorème que j'utilise, c'est que on a montré que T était une application linéaire continue sur T est continue sur C infini C, muni de la norme L1. Or, cet espace est dense, c'est infini, dense dans L1 avec la norme L1. Donc, on peut prolonger T à L1 par le théorème du prolongement des applications uniformément continues sur des fonctions à valeur dans des espaces complets, définis sur des espaces denses. Donc voilà. Prolonge continuellement. Oui, pardon. On va prolonger T Oui. uniquement, d'ailleurs. Oui, uniquement et de façon continue. Et à une fonction continue. Ouais, du coup, ma phrase ne veut plus rien dire, mais... Non, mais c'est bon. C'est bon. Voilà. Je pense que tout le monde L1, comprend. Donc maintenant, on va pouvoir avoir recours à nos théorèmes de représentation qui ont cours dans les espaces LP. Donc, bon, là, on pourrait tout de suite finir si on avait les théorèmes forts de Ries dans les espaces LP, c'est-à-dire qu'on a montré que l'application qui a phi associe U phi', c'est la restriction sur CC infini d'une fonction continue sur L1. Et on sait, c'est un théorème qu'on va montrer, on sait que les fonctions continues sur L1 sont représentables par des fonctions L infini. Donc on pourrait dire il existe G, tel que pour tout phi appartenant à CC infini, G, enfin cette forme linéaire T, et en fait l'intégrale de G. D'accord. Phi. Ok. Mais on va le montrer. En illustrant les vertus de l'analyse hilbertienne, où on a un théorème de Ries qui est beaucoup plus facile à montrer en fait que, en quelque sorte, que les autres théorèmes de représentation. Donc ce qu'on va essayer de trouver, c'est trouvons une représentation
de t, cette fois définie sur L1, la valeur dans R. Donc, en fait, on a les injections suivantes. On peut injecter dans L1, parce que là on se passe sur un borné, là je parle de moins nn, l'intervalle moins nn. Donc on a, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a une injection de L2 dans L1, et on peut avoir une injection dans L1R, enfin L1 sur R, en juste prolongeant les applications de L1n par un prolongement nul. Voilà, on a ces prolongements. Donc maintenant on va s'intéresser aux applications définies sur L2 moins nn, qu'on obtient comme la composition du prolongement sur L1 par prix bouffé par T. Désolé. On a ces injections-là, pour tout n appartenant à une étoile. Et donc, Tn moins nn dans R, qui a un F dans cet espace, associe, bon là je vais écrire TF, c'est le crochet de qualité, c'est T appliqué en F bar qui est le prolongement par 0 de F qu'on a pris au début dans L2 moins N. Et donc, avec cette application, donc, pour tout N, c'est juste la composition de T par le prolongement par 0 des applications F qu'on prend dans L2 moins N, donc c'est continu sur L2 moins N. Mais toutes les applications continues, les formes linéaires continues de L2 moins N, sont toutes représentables par une fonction dans L2 moins N par le théorème de Riesz. Il existe donc une unique, enfin à presque partout près, fonction Gn appartenant à L2 moins N, telle que Knf bar égale à Jn f, mais ici intégré de moins n à n par le théorème de Riesz, défini uniquement par rapport au presque partout. Il existe donc une unique Gn telle que ça, et on va essayer, en passant à la limite sur tous ces domaines-là, d'obtenir une représentation de T sur L1. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut déjà, on considère, on peut considérer les prolongements des Gn par 0, et ensuite le passage à la ligne inférieure des Gn. Donc, disons que Gn est prolongé par 0 pour pouvoir atteindre une fonction qui serait définie sur R tout entier. Et considérons à partir de ces fonctions-là la fonction G définie comme, en fait ça pourrait être la ligne sup ou la ligne inf, mais je prends une ligne inf et une ligne sup parce que je ne suis pas sûr encore que la limite ponctuelle existe, des Gn. Bon, là on pourrait me prendre au mot, on avait des représentants qui étaient définis presque partout. Je me munis des représentants définis presque, je me munis des représentants de mon représentant qui est dans L2, et ensuite je passe à la limite ponctuelle, parce qu'on ne pourrait pas passer à la limite ponctuelle normalement. Donc voilà, je regarde ces applications-là, cette application-là, la lim inf des Gn, définie ponctuellement, et j'observe que pour tout, disons k supérieur à n et kn des entiers strictement positifs, on a que la restriction de g et k à l'ensemble moins nn, en fait c'est gn, parce que si on fait manger à tn à tk une application qui est sur L2 moins nn, on va avoir la même valeur, et par l'unicité du théorème de Riesz, on va avoir que, donc d'ailleurs c'est presque partout, mais je peux toujours prendre des représentants, enfin
comme c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, je peux toujours prendre des représentants qui sont tels que l'égalité a lieu partout. Donc l'unicité, c'est une C'est unicité, une unicité presque partout. Ok. J'aurais peut-être dû dire cet argument avant de définir ça. Mhm. C'est-à-dire que vu qu'on a ceci presque partout, on peut toujours s'arranger pour construire la suite, pour qu'on ait les restrictions qui soient égales partout, Mhm. et après passer à la limite. D'accord. Ouais. Bon voilà, j'espère que c'est pas trop confus. Donc on peut considérer cette application, et vu qu'on a ceci, en fait à partir d'un certain rang, quand on regarde sur un espace restreint, à partir d'un certain rang, la suite elle est stationnaire. Donc en fait, cette égalité de restriction, elle est vraie aussi pour G. Et donc, G restreint à moins NN égale à G aussi, pour prochaine. Ce qui est intéressant, puisque maintenant, on peut, grâce à G, si on applique G, l'intégrale de G contre des fonctions à support compact, vu qu'elles sont dans un domaine borné, et ben, on va pouvoir écrire cette intégrale comme l'intégrale de... pardon. GN, Intégrale, oui. comme l'intégrale contre Gn. Donc voilà, j'en étais là. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est que, bon, G est mesurable, comme lim inférieur de fonction mesurable. Plus difficile, G est L infini. G, c'est la représentation qu'on vise, donc on va essayer de montrer que G est L infini. G est L infini dans R. Ceci, ça vient de... en fait, on va montrer, on a que G, les X, et que la norme de G est supérieure à la constante de Lipschitz et de mesure nulle. Donc disons que c'est A. A, c'est l'union dénombrable des A inter moins NN. Donc maintenant, on a juste à montrer que ces espaces sont tous de mesure nulle et on aura fini. Enfin, on aura montré que G était infini. Donc, pour ce faire, on va s'intéresser à, disons déjà, une fonction qui nous permet d'atteindre la valeur absolue de G. Donc, on posons psi égale signe de U, qui est une fonction mesurable. Et regardons maintenant, les intégrales regardons par exemple l'intégrale de donc sur moins ln de donc là tac G fois signe de G. Donc ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai introduit une notation par rapport à la mesure de Lebesgue. En fait, ceci c'est G indicatrice n fois signe de G. Pardon, je passe direct fois signe de G, ça fait ça. Et en fait, l'application, donc en fait ceci c'est, je peux aussi l'écrire comme ça, désolé. C'est, étant donné que l'indicatrice de A fois signe de U, c'est une, non bon je vais quand même rester sur ça, fois, en fait signe de U fois indicatrice de A inter moins NN, c'est une fonction qui est L2 sur F. Mhm. Et donc en fait ceci c'est rien d'autre que G contre Produit une scalaire. fonction en fait qui peut être vue d'ailleurs comme une fonction L2 moins NN avec les techniques qu'on a utilisées précédemment. Et donc en fait ça peut être égal à Gn vu la restriction. D'ailleurs G là on est sur moins Bah L2, oui, donc on peut restreindre. Oui. C'est G GN qui est dans L2, quoi. signe, voilà. D'accord, Signe c'est bon. de Ouais. G,
un A, etc. Ouais, voilà. Ok. Donc c'est exactement... Pardon. Je vais éclairer. Il y a un TN, peut-être, T117, non? Ou c'était? Bah c'est T aussi, parce que T, D'accord. c'est Tn de la restriction de ceci Ouais, ouais. à A-1 inter moins NN. D'accord. C'est Ceci, TN le et c'est T. prolongement de- D'accord. Oui, Vu oui. comme on a défini T, on a ça, Mhm. qui est donc en valeur absolue. Bon, je passe outre. En valeur absolue, on a donc que A inter moins N, G, signe de G, dt, par définition de A est supérieur à, d'ailleurs strictement, à L fois la mesure de Lebesgue, donc disons, bon je l'appelle comme ça, la mesure de Lebesgue de A inter moins NN, ça c'est par hypothèse sur A, on a ceci, et on a aussi, par l'égalité là qu'on a là, si on prend toutes les valeurs absolues, on a aussi que ceci est inférieur à L fois la norme L1 de signe G et ce que si on prend la norme L1 de Ça, c'est les inégalités que tu avais obtenues au oui, début. c'est Là. ça. C'est que là je me suis ramené à la définition Mhm. avec le crochet. Oui, oui. Oui, oui, Et bien puisque sûr. T continue, on a Plus, l'égalité truc. sur les normes. Attends Et 2 secondes. TN, comment tu je ne sais pas si tu l'as défini oralement, mais on ne le voit pas par TN, écrit. TN c'est ici. C'est où? TN, Ah oui, oui, c'est ça. C'est juste la restriction hein, de ce truc-là. Oui, enfin, oui, c'est ouais, bon, c'est c'est la bon. définition par le prolongement Oui, oui, c'est bon. des fonctions de L2 Oui, moins N. excuse-moi. Voilà. Alors on a ceci. Et donc bah, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une inégalité, parce que cette norme-là, si je passe à la valeur absolue, il ne reste que ça. Là, je parle de la norme L1. Je parle de ce membre-là. Ouais, ouais. C'est-à-dire Ouais, la bien mesure, sûr, exactement, bien sûr. c'est ça. Donc Ouais. on a une égalité, Oui, oui. Donc, stricte, impossible, oui, oui. sauf si C'est nul. lambda A sur... Oui. Enfin, c'est impossible que lambda A inter moins n soit non nul. En fait. Soit non nul. Oui, c'est ça. Là, j'ai des Parce que inégalités. L, lui, il est non nul. Ouais. Donc... Mhm. Conclusion. N appartenant à n. Donc on a ceci pour tout n. Voilà. Donc comme je l'ai dit, Mhm. en passant à l'union, Oui, oui. Ça fait un truc de mesure nulle. l'union dénombrable d'ensemble de mesures nulles donne un ensemble de mesures nulles. Et donc G va G, être dans L infini. ouais, G inférieur à L presque partout. Mhm. G appartient à L infini. Donc aussi on a un truc intéressant, c'est qu'on a la norme infinie de G qui est inférieure à la constante de Lipschitz. Mhm. Voilà. Avant, est-ce que tu peux réexpliquer ce truc-là sur cette absurdité? Parce Ouais. que là, j'ai l'impression que c'était un peu rapide. Ouais, je vais... Le reste, ouais, le reste c'est impeccable. ouais. J'ai à peu près tout suivi là, mais. Pour être plus clair, en fait, ici on a procédé par l'absurde. Je vais faire... parce que c'est vrai que j'ai mal défini mes hypothèses. On procède par l'absurde en supposant qu'il existe n appartenant à une étoile tel qu'il y ait un des 1 moins nn de mesures non nulles. Partant, on peut écrire cette inégalité qui serait absurde dès le premier abord si cet espace était de mesure nulle, puisque là les deux membres seraient de mesure nulle. Mais si on suppose que ceci est de mesure non nulle, vu l'hypothèse qu'on a fait sur A, on peut avoir une inégalité intégrale entre l'intégrale de g sin g dt en valeur absolue, strictement plus grande que
l'intégrale de la valeur absolue de G égale à l'intégrale de la valeur absolue de G sur 1 inter moins nn, et par hypothèse sur l'inégalité sur A, on a bien cette inégalité. Si on suppose que A inter moins nn est de mesure non nulle. Sinon, et donc on a procédé par l'absurde en supposant ça, et on a montré que ça menait à une absurdité vu qu'on a une inégalité stricte entre les deux mêmes termes, c'est-à-dire L fois la mesure de l'espace considéré. Donc, une absurdité nous mène à ces espaces sont de mesure nulle pour tout n, et donc l'union, qui est A, est de mesure nulle. Voilà. Et on a cette conclusion. On a un représentant. On a donc. Ça va en plus schématiser les preuves, plus ou moins. Pour tout phi régulière à support compact, on a que T appliqué en phi, en fait, phi, c'est un prolongement d'une application définie uniquement sur le support. Phi a un support borné. Donc en fait, c'est aussi la même chose que, disons, Tn appliqué en la restriction de phi. Voilà, je mets une petite bague au lieu d'une barre. C'est la restriction de phi sur moins. Barre, c'était le prolongement, et tilde, c'est ça. Clair, parce que sinon, oui, non, mais c'est bon. Restriction sur ouais. moins m, ouais. tel que sup. Voilà, on peut toujours, vu qu'on a support compact, on peut toujours se ramener à ceci. On a ceci, par définition de Gn, on a ceci. Par définition de G, comme je l'ai dit, vu que restreint, on a ceci. Phi sur moins nn. Mais bon, ceci c'est G phi sur R. Donc on a une représentation. Bon, j'ai plus de place. À partir de là, une fois qu'on a cette représentation, ça veut dire qu'on a montré que la dérivée distributionnelle de U, c'était G. Et que cette fonction, elle habitait dans L infini. D'accord. Voilà. Et maintenant, ce qu'on peut observer, c'est que je peux pas. si, efface. Ouais. C'est fini la grègue, là, c'est bon. Ouais, voilà. J'étais pas vraiment. J'ai vite perdu les réflexions. On a passé le 14 juillet, là, c'est bon. Mais c'est intéressant, là, ce qui reste à voir, c'est que on a, si on considère avec x0 fixé dans R, si on considère l'application qui a x associe l'intégrale de x0 à x de g, l'application qu'on a réussi à caractériser, on a que la dérivée distributionnelle, et là je vais utiliser les notations qui sont plus ou moins canoniques, la dérivée distributionnelle de g, de f, parce qu'en fait, la dérivée distributionnelle de grand F, c'est égal à G, au sens des distributions. C'est-à-dire qu'on peut représenter la distribution par une forme linéaire définie par les fonctions énergiques. Voilà, on a ceci. Et donc, ce qu'on a, c'est que cette application et notre application d'étude ont la même dérivée distributionnelle. Et or, on sait, on pourra en parler, on sait que T' égale G' distribution implique que T, ou plutôt voilà, puisque la dérivation linéaire est égale à C, une constante, au sens des distributions. C'est-à-dire que T moins G appliqué sur toutes les formes linéaires, sur toutes les fonctions régulières, c'est infini, s'écrit comme l'intégrale de C contre ces applications. Du coup, ce qu'on a réussi à montrer, c'est qu'au sens des distributions, U moins grand F est égal à C. Or, on sait, ça veut dire que U moins grand F contre tous les phi régulières,
ça vaut 0. Au sens, encore une fois, une distribution U moins grand F est égal à C, de U moins F, phi est égal à C, phi, pour tout phi lisse à support compact. Et on obtient, ça c'est ce qu'on appelle parfois le lemme de Dubois-Raymond, on obtient U moins F est égal à C presque partout. Au sein des distribs, il existe C appartenant à R sur Q. On a ceci. Et donc, maintenant, c'est plié, puisque là on a une inégalité presque partout entre des fonctions qui sont continues. L'intégrale d'une fonction L infinie par convergence dominée, c'est une fonction continue, une constante, c'est une fonction continue. U est une fonction continue, donc on a ceci partout. Et maintenant, il suffit d'écrire la différence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des primitives, elles sont égales à une constante près, donc si on fait les différences des deux fonctions, on obtient des inégalités pour tout x, y. Donc ça, on a ça. Voilà, c'est fini. Ok. Bon. Cette égalité-là, ce lemme de Dubois-Raymond, F appartenant à L log, c'est-à-dire intégrable sur tout compact. Bon, ça pourrait être C sur R, mais ça pourrait être sur un ouvert, tel que oui, c'est ça. Donc F est nul. F égale 0 presque partout, ouais. D'accord, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok, c'est ce lemme. Bah oui, d'accord. Donc ça marche. C'est ce qu'on peut imaginer. Oui, non, mais c'est bon. Ok, bah écoute, merci. 45 minutes. Voilà. Bon, tu connais l'adage, plus on est d'analystes, plus on riste. C'est marrant parce que c'est exactement le... Tu viens de l'inventer, non? Ouais. Tu viens de l'inventer? Bah ouais. Elle est pas mal.